Soyez les bienvenus dans cette initiation au tarot de Marseille. Comprendre la signification du tarot, c'est pas évident et on va pas se raconter d'histoire, ça peut vite être un vrai casse-tête. Sur le sujet, il y a plein de livres qui existent, plein de tutoriels sur les réseaux sociaux, plein de groupes également. Mais cela dit, j'ai envie de vous dire attention parce que sachez par exemple que avec les livres, eh bien de nombreux auteurs écrivent sans jamais vraiment avoir donné de cours de tarot ni même de consultation. C'est assez étrange, c'est assez curieux, mais c'est ainsi. Beaucoup d'auteurs en fait sur le tarot ne donnent aucune consultation et aucun stage. Même chose avec certains tutoriels sur le tarot de Marseille où vous avez parfois des gens qui sont tout à fait débutants, qui peut-être même en savent un peu moins que vous et qui montrent des choses qui, je dois le dire, vous apprennent n'importe quoi et vous apprennent aussi des contresens. Alors on va pas se mentir, comprendre et savoir utiliser le tarot, c'est tout un art et ça peut vite prendre une vie complète de méditation patiente et de tirage diversifié. Alors le but de cette initiation, c'est plutôt de vous mettre sur le chemin de ce qui va vous permettre de démarrer avec le tarot. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez bien que je donne des formations depuis plus de 20 ans sur le tarot, que j'ai écrit un bouquin qui marche pas mal, mais là l'objectif tout de suite, c'est de vous donner quelques idées sur le tarot et avec les articles que je vais vous référencer dans cette initiation, et puis des vidéos qui vont composer cette initiation aussi, eh bien vous allez avoir une meilleure compréhension de ce que c'est, de comment ça marche et de comment on peut aussi l'interroger. Ce que je vais vous montrer, bien entendu, ça ne va pas remplacer un vrai stage de 3 jours ou une formation en ligne de 8 heures avec des dizaines d'exemples, des exercices, des dizaines de démonstrations. Mais si vous débutez avec le tarot, ça devrait quand même largement vous éclairer. Et puis, même si vous êtes déjà un connaisseur, moi c'est ce que j'appelle un faux débutant, eh bien, je suis certain quand même que vous apprendrez quelque chose du point de vue de certaines méthodes d'utilisation. Alors d'abord, quelques mots sur ce qu'est vraiment le tarot. Le tarot, c'est d'abord un récit qui se constitue de 22 images successives dont les plus anciennes traces historiques attestées remontent au milieu du XVe siècle en Italie du Nord. C'est précisément dans la ville de Florence, qui est la ville berceau de la Renaissance, que le tarot semble avoir pris sa forme originelle. Au départ, sachez que le tarot, c'est pas du tout un support divinatoire. La première mention du tarot utilisé en tant que support divinatoire en cartomancie, eh bien ça date du XVIIIe siècle. Le tarot, d'abord et avant tout, c'est une sorte de livre en images. Selon les historiens, il est l'adaptation d'une succession d'icônes éducatives destinées initialement aux jeunes gens pour leur enseigner le sens de la vie. Je l'ai dit tout à l'heure, le tarot, on l'a vu apparaître plutôt au milieu du XVe siècle en Italie, et il était au départ plutôt des images et des gravures façonnées et vendues par des imagiers, c'est-à-dire des illustrateurs, des dessinateurs qui vendaient des images sur des supports divers, sur du parchemin, sur des planches en bois, sur des lames en bois, sur du papier aussi bien sûr. Et puis le tarot, ça finit par se fixer sur 22 dessins caractéristiques qui ont porté le nom de triomphe, de atout, arcane, lame, et qui s'enchaînent le long d'une numérotation qui va de 1 jusqu'à 21. En vérité, il y a une 22e lame, bien sûr, vous la connaissez sans doute si vous avez déjà regardé votre jeu, et celle-ci n'est pas numérotée, mais les lames majeures, ce qu'on appelle les lames majeures, ce qui est à l'origine du tarot de Marseille, eh bien, est composé donc de 22 images successives. Du côté de la France, les premiers tarots, ils apparaissent vers le XVIe siècle. Au départ, ce sont des dessins qui s'établissent autour d'une iconographie médiévale et chrétienne qui rappellent un peu les dessins que forment les vitraux dans les cathédrales. Et ça, c'est pas tellement étonnant parce que les bâtisseurs des cathédrales, les premiers maçons, sont tout à fait contemporains de l'arrivée du tarot en Europe occidentale. Les vitraux, de leur côté, racontent les grands épisodes de la Bible et de la vie de Jésus. Pas simplement pour faire beau, bien entendu, mais pour enseigner au peuple qui ne savait pas lire ni s'instruire autrement qu'en regardant des images. Et bien de la même façon, avec ces images, le tarot raconte une histoire initiatique destinée à comprendre le sens de la vie. Au cours des 16e, 17e et 18e siècles, plusieurs tarots cohabitent dans différentes régions de France et aussi d'Europe, mais avec l'imprimerie, la fabrication des cartes, elle s'industrialise progressivement. Et le tarot, en fait, ne fait que suivre l'histoire. Au 19e siècle, vous le savez, il y a une révolution industrielle sans précédent, et c'est à Marseille que les reproductions du tarot sont les plus nombreuses, les plus simples, les plus efficaces et les plus économiques. Et en quelques années, eh bien, de nombreux tarots régionaux qu'on ne trouve plus que dans des musées aujourd'hui, eh bien, ils se font complètement écraser par cette version fabriquée à Marseille par un certain Nicolas Convert.
Et puis son atelier, il est racheté plus tard, toujours au 19e siècle, par un autre maître cartier, c'est comme ça qu'on appelle les fabricants de cartes, Jean-Baptiste Camoin. Et c'est lui qui, vers 1880, a décidé de réduire le nombre de couleurs utilisées. Au départ, le tarot était enluminé, comportait beaucoup de couleurs, mais pour des raisons économiques et de fabrication, on a limité ça au bleu, au rouge, au jaune et un peu au rose pâle. Alors qu'est-ce que raconte le tarot? Pour comprendre le sens du tarot, la première chose à faire, c'est d'étaler ces cartes dans l'ordre chronologique. Allez-y, faites-le, allez chercher votre tarot, mettez en pause si besoin, et puis étalez les cartes dans l'ordre chronologique. Et là, la première chose à faire, c'est regarder votre tarot. Un tarot, ça se regarde, ça se médite. Regardez les couleurs. Qu'est-ce que vous ressentez? Regardez aussi les personnages, bien entendu. Certains personnages, peut-être, vous appellent. Peut-être que certains personnages vous attirent. Peut-être que certains personnages vous font peur. Vous pouvez voir des personnages qui sont assis, des personnages qui sont debout, des personnages qui sont en mouvement, qui marchent. Et ça, c'est une première possibilité de compréhension. Par exemple, un personnage assis est un personnage stable, qui ne bouge pas. C'est un personnage qui ne va pas avancer. Et à l'inverse, un personnage debout, eh bien c'est un personnage qui est dynamique. Et un personnage qui est en déplacement, eh bien évidemment il est encore plus dynamique. Regardez la première carte, c'est le battleur, c'est un personnage debout. Et ça vous montre un personnage qui est dynamique, donc on vient de le dire, actif, vivant, plutôt entreprenant. Même chose par exemple avec la dernière lame du tarot, le mat. Vous voyez là carrément un personnage en mouvement, c'est un personnage qui se déplace, qui marche, il fait une grande enjambée, on a l'impression qu'il avance comme ça vers l'avenir. Et d'ailleurs, ça c'est très important aussi. Regardez dans quelle direction ils avancent ces personnages, dans quelle direction ils regardent. En Occident, nous lisons de gauche à droite et nous avons une convention consistant à placer le passé à gauche, le présent au centre, et puis l'avenir à droite. Eh bien, quand vous avez un personnage qui avance de la gauche vers la droite, il avance vers l'avenir. Ça, c'est une indication très intéressante, parce que, regardez, certains personnages font l'inverse. Ils avancent vers le passé. C'est le cas par exemple de l'ermite. C'est un personnage dynamique, mais c'est un personnage qui regarde son parcours. C'est un personnage qui regarde ce qu'il a déjà accompli. Alors vous voyez, ce tarot qui est étalé devant vous, c'est un récit en 22 chapitres. Chaque carte, c'est un chapitre de l'histoire et chaque chapitre s'enchaîne avec logique, avec cohérence sur le chapitre suivant. Pour étudier le tarot, vous êtes obligé d'aller dans l'ordre des lames. Là, on vient de regarder un petit peu de manière dispersée, mais maintenant, pour regarder vraiment, pour comprendre le tarot, il va falloir regarder dans l'ordre chronologique. Parce que ça n'a aucun sens, en vérité, de regarder une carte comme ça, sortie de son contexte. Vous devez commencer par le battleur et finir par le mat. Imaginez si vous lisez un roman de 22 chapitres et que vous démarrez par le chapitre 8 ou par le chapitre 15, évidemment, vous n'allez rien comprendre. Le tarot, c'est un ensemble cohérent et donc il va falloir comprendre cette cohérence en comprenant le récit de ces cartes. La première carte, c'est donc le battleur. Et lui, eh bien, c'est un jeune homme qui est au début de sa vie. Vous pouvez tout à fait le considérer comme le héros de l'histoire du tarot. Alors prenez le temps de le regarder. On l'a dit tout à l'heure, il est debout. Mais regardez aussi comment il est habillé, sa tenue, sa posture. Eh bien ça peut vous évoquer quelque chose. Regardez vers quoi ses yeux sont tournés. Vous allez vous apercevoir qu'il ne regarde pas la table sur laquelle sont entreposés des objets. Et d'ailleurs, ces objets, d'après vous, à quoi ils servent? À quoi cela lui sert? Et puis un battleur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que c'était? Alors bien sûr, vous pouvez aller regarder dans un dictionnaire, mais bon, on est dans une vidéo ensemble, je vais vous donner tout de suite la réponse. Un battleur, c'est une sorte de saltimbanque. Il faut imaginer
comment était constituée la société de la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, comment fonctionnaient les villes et les villages. Il y avait les marchés, les places fortes, les places des églises, c'est ce qu'on appelle les parvis des églises. Eh bien, à ces endroits, il y avait toujours des marchés, il y avait toujours des camelots, il y avait toujours aussi des artistes et des comédiens de rue qui faisaient des tours de magie, des tours d'adresse. Imaginez des cracheurs de feu, imaginez des jongleurs. On pouvait même trouver aussi des dompteurs d'animaux, des gens qui faisaient des prouesses artistiques ou des prouesses avec leur corps, des acrobates. Tout ça, c'est un peu l'ancêtre du cirque. Et en Italie, cela a donné la commedia dell'arte. Et le battleur, d'ailleurs, pourra tout à fait s'associer à un de ces personnages, qui est Arlequin. Alors, le battleur, voyez-le comme le héros de l'histoire. Il va rencontrer des personnages. La papesse d'abord, l'impératrice ensuite, l'empereur, le pape. Ces personnages vont lui donner des conseils, des idées. Il va s'en inspirer et il va partir en voyage. Regardez, le battleur, c'est lui que vous retrouvez dans la carte du chariot, la numéro 7. Là, vous voyez, il n'est plus du tout habillé pareil. Il a l'air beaucoup plus sûr de lui et il avance. Donc là, vous pouvez avoir l'idée par exemple que cette carte du chariot, eh bien c'est un entrepreneur. Il avance, il part, il avance vers son destin, il prend en main son chemin. Par rapport au battleur, il a progressé et il va continuer à vivre des aventures, des rencontres, des situations particulières, des moments qui vont être agréables ou des moments qui vont être un peu plus difficiles. Regardez par exemple, un peu plus tard, il se retrouve dans la carte du pendu. En fait, là, bien sûr, c'est à nouveau lui. Et vous voyez là, il se retrouve dans une curieuse posture, la tête en bas, il est attaché et il ne peut plus bouger. Alors peut-être qu'il croit qu'il va mourir, surtout quand on voit la carte d'après. Mais en fait non, il ne va pas mourir. Ou plutôt, il va mourir un peu. C'est juste une partie de lui-même qui va mourir. Parce que qu'est-ce qui se passe avec cette carte du pendu? Regardez-la un petit peu avec moi. Le personnage, il a la tête en bas. Le personnage ne peut rien faire du tout, c'est vrai. Mais regardez quand même. Il a les yeux grands ouverts. Il observe. Il observe le monde. Il observe avec un regard différent parce que, forcément, quand on a la tête en bas, on ne voit pas les choses sous le même angle. Il voit les choses autrement, il voit les choses sous un autre angle. Et ça s'appelle faire une prise de conscience. Et ça, c'est la source de la transformation intérieure. Et vous voyez que la mort qui vient juste après derrière, qui est exactement ressemblante à la manière dont on représentait la mort à cette époque-là, eh bien ici, la mort est une métaphore. Elle est un symbole de transformation. Et donc notre battleur, qui à la base est parti pour un voyage, se rend compte que finalement, son voyage est surtout un voyage initiatique, de nature à le faire évoluer et progresser dans sa nature humaine. Et puis l'histoire va continuer. Il avance. Vous voyez par exemple la carte du jugement, quasiment à la fin. Eh bien ça représente la transcendance. C'est une résurrection. Vous voyez bien, il y a un personnage de dos qui sort d'une tombe. Le jugement peut représenter une révolution intérieure, une illumination, le passage d'un état à un autre totalement différent. C'est une résurrection, on passe de la mort à la vie. Donc c'est un immense instant de bonheur quand on a compris quelque chose par exemple, ou quand on a réussi quelque chose. C'est comme un souffle divin qui vous réveille et qui fait disparaître instantanément toutes les tensions et tous les problèmes. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur toutes les cartes, mais c'est ça que vous devez faire dans un premier temps. Regardez chacune des cartes un peu comme un livre en images et essayez par vous-même de comprendre le sens de cette histoire. Méditez sur ce tarot, observez le nom des cartes, observez les situations, les scénettes qui se déroulent et qu'est-ce que ça vous inspire. Regardez chacune des lames dans l'ordre et laissez-vous aller. C'est un récit. Prenez le temps d'écrire ce que vous ressentez de cette histoire. Faites-le maintenant. Faites-le et je vais vous retrouver demain dans un second email que je vais vous envoyer et dans lequel je vais vous expliquer comment vous pouvez poser une question et tirer juste une carte pour obtenir une réponse à cette question-là. C'est ça qu'on appelle la divination. Avant de vous laisser quand même, je vous laisse avec une autre vidéo qui se trouve juste en dessous. Elle représente en détail un exercice de consultation donné à une de mes stagiaires qui s'appelle Caroline. Elle faisait un stage individuel de tarot avec moi et c'était début janvier 2019. Et vous allez voir deux choses.
Première chose, le mode d'interrogation inspiré de la méthode que j'enseigne, l'art de questionner un support. Vous allez voir comment on s'y prend. Non, on ne fait pas toujours uniquement du tirage en croix. Deuxième chose, Caroline a travaillé sur l'avenir professionnel du président Macron alors que nous étions en janvier 2019. Mais elle l'a fait sans le savoir. C'est ce qu'on appelle un exercice en aveugle. D'ailleurs, vous verrez, elle ne s'est pas trompée dans ses interprétations et vous allez comprendre le sens de ce type d'exercice. C'est la vidéo qui se trouve juste en dessous. Je vous retrouve demain dans votre boîte mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain.